Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, productrice de bonheur, dit-elle, de bonne humeur. Elle inonde vos réseaux sociaux et crée le rire à chaque post. On se demande mais où va-t-elle chercher ça ? Julie Mamoumani alias Mamouze est ici aujourd'hui pour nous parler bien sûr de son parcours mais aussi de son nouveau livre Petit éloge du rire, coécrit avec Jessica Zimmerman et sorti aux éditions Le Duc. De quoi se marrer et comme elle dit, all you need is lol. Et comme toujours, bien sûr, l'occasion de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Julie Mamoumani. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Et oui Cyrielle, ça ira très bien. Bienvenue. Je vous ai en face de moi, je ne vois qu'une chose, c'est votre sourire, votre rire. Donc je pense que voilà, on est vraiment bien dans le thème. Vous le portez bien. J'allais vous dire, est-ce que c'est de nature, de naissance ou pas ? On va y venir. Mais en tout cas, bien sûr, je suis ravie de voir ce joli sourire qui nous met de bonne humeur sur un lundi. Vous allez nous expliquer les secrets de l'humour qui n'auront a priori justement plus de secrets pour nous à la fin de cette émission. Mais d'abord, et pour expliquer ce succès, on va découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, le début, toujours le début. Julie Mamoumani, vous êtes née le 24 janvier, vous avez 2 frères que vous adorez, Arthur et Mathias Mamoumani, si mon enquête est bonne. Bravo. Dans quel genre de famille et dans quel cadre vous avez grandi ? Une famille, je dirais, en premier, c'est joyeux. Et en effet, j'ai toujours peur quand on m'invite et qu'on croit que je suis humoriste. Mais je ne suis pas humoriste. Non, en revanche, ce qui est vrai, c'est que l'humour a drivé notre vie. J'ai un père juif thune et vous connaissez l'amour du kiff des juifs thunes, de l'huile et des blagues, des boulettes et des blagues. C'est vraiment, voilà. Donc j'ai vraiment été élevée par ma grand-mère et évidemment mon père et ma mère. Mais c'est vrai que on était rythmés par les shabbats du vendredi soir chez ma grand-mère à Sarcelles où on allait vraiment de façon religieuse en tout cas au rendez-vous. Et c'est ce que je raconte toujours, c'est que c'est là où on a forgé notre humour parce que c'était vraiment tous les vendredis soirs un concours de blagues et celui qui parlait le plus fort et celui qui riait le plus fort et je dois dire que c'est ça qui nous... Enfin, je dirais que Mamouze doit tout aux boulettes de ma grand-mère. C'est quoi. ça, donc il y a un ADN qui vient de l'épigénétique, si je peux dire ça comme ça, et on va voir à quel point ça vous a donné envie d'aller chercher si c'était pareil pour les autres comme cela a été pour vous, on le voit dans votre livre. Mais d'abord, est-ce que vous étiez une petite mamouze rigolote et est-ce que votre surnom est arrivé de là ? Petite mamou, amuse, mamouze, m'amuse, je ne sais pas. Alors oui, j'ai toujours, si mes parents étaient là, ils vous diraient que j'ai toujours été comme ça, que ça a toujours été mon caractère, que j'étais très déterminée, toujours très souriante, très bavarde, toujours ce genre-là, en tout cas. Donc je suis pas du tout loin de la petite Mamou, mais non. Alors Mamou, c'est plutôt le surnom que me donnaient mes copains à l'adolescence, Daniel Dittmann, qui était mon meilleur copain et qui disait hey, la Mamouze, on y va. Il se trouve que mon père, on l'appelle Mamou, et donc moi, il a ajouté ce Z, et je n'ai fait que très récemment j'ai réalisé très récemment que ça faisait le verbe mamouser. C'est ça qui est génial, c'est que en fait, quand j'ai monté ma boîte qui s'appelle Mamouze Prod et quand j'ai fait ce compte et que j'ai mis Mamouze, c'était parce que je trouvais que c'était un surnom sympa. Et puis porter Mamoumani, parfois c'est compliqué, hein, les gens s'embrouillent. Donc Mamouze, et finalement j'adore que ce soit devenu une marque du sourire parce que complètement. Se mamouser, voilà. Complètement, on va le voir. Alors on va quand même l'expliquer à nos auditeurs. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous connaissez un grand succès depuis quelques années maintenant grâce à votre compte Instagram sur Insta où vous vous appelez Mamouze et ça connaît un grand succès, c'est partagé, repartagé énormément de fois. Il n'y a quasiment pas une seule journée, on ne voit pas un partage d'un de vos posts. On va y venir dans un instant, mais dès le début justement, vous allez vous diriger vers un DEA d'histoire, un DESS de journalisme et vous allez vous faire connaître par notamment le magazine Elle en signant les fameux portraits, ceux de la dernière page. Et là, finalement, tout commence parce que la télévision va faire appel à vous pour d'abord exceller dans ce domaine. On tirera les fils après, mais d'abord, on commence par ce début-là. Le journalisme, Elle, quelle était la volonté profonde et est-ce que ça vous a surpris de voir qu'on venait vous chercher pour ça, finalement ? Mon rêve, c'était d'être journaliste. Alors, ce qui est très drôle, je vais quand même le dire parce que comme on est sur Radio Juif, mon DEA d'histoire, c'est sur le judaïsme et le rastafarisme.
pourquoi Bob Marley se dit juif, pourquoi les dreadlocks c'est comme les péotes. Et en fait, je me suis régalée. J'ai eu la meilleure note. C'était Adas Lebel, Mireille Adas Lebel, qui est une grande ponte qui était ma directrice de thèse. Et en fait, j'ai eu la meilleure note parce que tandis que mes camarades faisaient le messianisme, la virginité, qu'elle connaît évidemment par cœur, je crois que je l'ai bien fait marrer. Je veux la conclusion de la thèse, si on peut l'expliquer vraiment. Non, mais c'est dingue. Pour plein de raisons, évidemment, il y a un peu de l'imaginaire et du fantasme, mais d'abord, il y avait beaucoup de juifs en Jamaïque, puisque Christophe Colomb, qu'on dit converso, bon, ça fait plein de sujets, on tire plein de fils. Non, c'est pas grave. Mais on lui a donné la terre de la Jamaïque en contrepartie de ses découvertes, et lui a accueilli les juifs victimes des lois d'Isabelle la catholique, mais qui sont arrivés au Brésil et au Mexique, et donc il y avait des pirates juifs des Caraïbes qui ont été accueillis par Christophe Colomb. Et puis ensuite, il y a eu toutes ces... Comme c'était colonisé par les Anglais, il y avait l'Ancien Testament. Quand ils lisaient le protestantisme anglais, tous les Jamaïcains et ceux qui se sentaient un peu rebelles, qui était le cas des premiers marrons, ou en tout cas les premiers rastafariens, ils se sont dit, OK, on est comme les Israélites, on est voilà, on est sous le joug de Nabucodonosor, nous c'est Victoria. Enfin bref, ils ont fait tout ils se sont vraiment sentis proches des Juifs, et aussi ils ont regardé vers Haïlé Sélassié, qui était donc l'empereur d'Éthiopie, et comme c'est le seul pays qui n'avait pas été colonisé, et qu'Haïlé Sélassié descendait du roi Salomon, ils se sont dit, bah voilà, nous aussi on est juifs, nous les aussi Félacha. on a quelque chose. Voilà, il y a plein de raisons comme ça, mais j'ai trouvé ça génial de faire ça. C'est déjà très drôle comme sujet d'avoir envie, non mais je me permets, d'avoir envie de tirer ce fil-là. Et alors finalement, voilà, vous parlez de ce sujet thèse qui est quand même un portrait, si on peut dire ça comme ça, en plus, ce que vous allez chercher. Ouais, en fait, tout est lié, c'est pour ça que c'est rigolo. Et en fait, j'y viens tout de suite au L, c'est que mon premier papier pour le L, je suis encore en train de finir mon mémoire de DEA là, et j'ai une interview avec Eliette Abécassis qui vient de faire Qumran, et du coup j'étais très au courant de Qumran puisque j'étais en judaïsme et en christianisme antique, judaïsme, et donc je vais faire l'interview d'Eliette, et bon, en fait je voulais être journaliste, donc je voulais vraiment, donc j'ai fait de l'histoire, mais j'aurais pu faire Sciences Po, c'était d'ailleurs au départ ce que je devais faire, et puis finalement j'ai fait ce DEA et ce DSS. C'est peut-être pas assez drôle Sciences Po pour vous. Non, en fait c'est surtout normé, voilà. Et j'aime bien, comme ça je pense que vous le reverrez tout au lieu de ma carrière, c'est que j'ai pas envie d'être normé, et c'est ça qui tire le fil de ma vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des sujets, et le L, j'ai fait plein de portraits, et c'est vrai que je me suis régalée parce que j'adore les portraits. Alors, il n'y a pas que le L, parce que vous allez travailler à la télévision, vous allez passer par TF1, France 5, M6, et vous allez faire des dizaines de reportages, notamment pour 66 minutes, avec une spécialité, on le disait il y a une seconde, les portraits d'anonymes ou de célébrités. Et par la suite, vous allez devenir productrice, peut-être l'envie de prendre votre envol, et justement de casser ces espèces de barrières où on se sent parfois un peu enfermé, notamment à la télévision. Vous devenez productrice donc de Prime Time pour C8. Vous allez faire notamment Derrière le poste. Donc de la production, oui, d'émissions télé, mais en 2018, vous décidez, et vous l'avez dit il y a quelques minutes, de devenir chef d'entreprise. Ouais, tout à fait. Et vous créez Mamouze Prod pour produire différents podcasts, des contenus digitaux originaux. Dans le jargon des médias, on vous qualifierait de productrice multi-contente. Pour qui et pourquoi vous avez travaillé ? Là, ces derniers temps, là aussi c'est formidable, parce que par exemple vont sortir dans très peu de temps les podcasts pour la maison de Châteaubriand, donc la Vallée aux Loups, et ça c'est formidable quand on fait appel à moi pour ça, parce que je me dis toujours mais comment ils pensent que Mamouze peut faire ça, mais en fait moi je vois très bien le lien, mais il faut quand même avoir de l'audace. C'est ça. Comme le mémorial de la Shoah qui est venu me chercher, et ça c'est une expérience formidable, et c'est ça que j'adore aujourd'hui dans ma pratique professionnelle, c'est que à la fois je peux, en fait on vient me chercher pour ce que j'aime faire, c'est-à-dire de faire vraiment des contenus hybrides où je peux, fort de ma compétence professionnelle, produire concrètement, c'est-à-dire avec une équipe technique très aguerrie, mais aussi je peux faire l'éditorial, et puis après je peux aussi me servir de Mamouze pour faire un tremplin, un diffuseur, un hygiaphone. Mais bien sûr, mais après il y a une patte. Je pense que quand on vient vous chercher pour le professionnalisme et le sérieux, mais il y a aussi le fait de savoir que vous êtes une amuseuse,
si je puis dire ça comme ça, une mamouseuse en tout cas. Est-ce que vous avez un souvenir mémorable d'une des choses les plus folles que vous avez créées? Je sais qu'il y en a un particulier et qui est assez drôle d'ailleurs. Voilà, de ce que j'ai créé, ce que j'ai fait, voilà. Si je vous dis Aurélie Saada. De chanter avec elle. Il y a ça. Mais alors, je sais que vous avez transformé l'appartement d'une des Brigitte. Et je pense que c'est Aurélie. Si je dis pas de bêtises. C'était la mère d'Aurélie, Betty. Et vous avez transformé chez elle pour créer une émission chez elle. Oui, en fait, là, c'était une demande finalement de la maison de disques de Sony qui voulait. Là aussi, en fait, c'est vraiment pour créer. Ce qui est génial aujourd'hui, voilà, moi je suis quelqu'un qui aime le temps présent, c'est qu'on peut tout faire et c'est ça qu'on demande. Et moi, mon agilité est utile pour ça parce que maintenant, on est tous des médias finalement. Oui. Et là, les filles, au lieu de faire un clip, elles s'étaient dit, on adorerait faire une sorte de dîner à la Ardisson, cette émission géniale qu'il faisait chez lui. Et comme ça, on reçoit des femmes. Et là, c'était sur la nudité parce que leur dernier disque s'appelle Nu, et il y avait Delphine Orviller, une des conservatrices du musée d'Orsay, une dessinatrice, Pénélope Bagieux, et c'est vrai que c'était génial de pouvoir créer ça. Une rencontre autour d'un sujet finalement qui est propre à chacune, mais vu, on peut dire ça comme ça, un peu différemment par les unes et les autres, en tout cas. C'était génial, et Aurélie en effet était l'animatrice, et puis et c'est vrai que moi j'adore ça, surtout qu'elle m'avait appelé 2 jours avant pour l'organiser. Et c'est pour ça que c'est formidable d'avoir à la fois la compétence et d'avoir bossé à la télé, ça vous apprend tout. On a un couteau suisse. Voilà, exactement. Ouais, on est d'accord. Est-ce que chez vous, il y a quand même, Julie Mamoumani, une patte axée sur le féminin? Est-ce que c'est vrai qu'on parle beaucoup trop de ça en ce moment, enfin, à mon sens, mais est-ce que la cause des femmes, le moral des femmes, c'est votre ADN dans tout ce que vous faites ou pas? C'est marrant parce que je me définirais pas comme ça, mais maintenant que vous me le dites, oui, moi aussi, je suis vraiment pour un féminisme qui inclut les hommes, et moi j'ai un père plus que féministe, j'ai des fils plus que féministes, donc je crois pas que le genre fasse la cause en fait. Je pense vraiment que ça dépend, voilà, c'est un peu comme le racisme, enfin, je pense qu'on peut tous défendre ensemble. Moi j'ai un côté encore très universaliste dans ces sujets-là, mais en tout cas oui, bien sûr. En revanche, bien sûr qu'il fallait aider les femmes à émerger, bien sûr que la cause des femmes est hyper chère. J'ai encore aujourd'hui poussé cette terrible cause de Caroline Darian, dont le père a soumis chimiquement la mère pour la faire violer par des hommes qui venaient, quand elle était inconsciente, la violer, hallucinant. Et donc, si je peux mettre ma figure publique, si je puis dire, pour aider les autres, évidemment, et pour la Maison des Femmes, j'ai beaucoup aidé. J'ai produit le clip d'Oxmo Puccino, évidemment de façon pro bono, pour que les bénéfices aillent à la Maison des Femmes. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça mon féminisme. Alors moi, je suis pour un féminisme d'action, je dirais. Et je ferai tout pour engager une femme qui a des enfants. Je dois dire, c'est ça mon combat, en tout cas. Et on le voit dans ce livre, on va y venir. Tout ce que vous venez de nous dire, Julie Mamoumani, c'était pour apprendre à mieux vous connaître, parce que moi, j'ai appris tout cela en travaillant sur cette émission, mais j'imagine que les auditeurs ne le savent pas forcément. Parfois, ils pensent même que je suis un garçon, mais ça c'est drôle. Parce qu'on vous voit pas forcément sur les réseaux sociaux, et comme beaucoup, je pense, le grand public vous connaît surtout depuis le succès donc de Mamouze sur Instagram, qui a fait sourire, qui continue à amuser plus d'un d'entre nous, comme Arthur ou bien d'autres, sur les réseaux sociaux ou en forward, ce que je disais tout à l'heure. Racontez-nous la genèse de ce compte Instagram et depuis quand il est né exactement. Alors, comme tout... 24 000 posts, je tiens quand même à dire. J'ai essayé d'aller au tout début, j'ai pas réussi. Après, je suis repartie en arrière, j'ai dit non, 24 000, je pourrais jamais trouver la date. Je suis un peu hyperactive surtout. Alors en fait, non, c'est très marrant. Alors comme tout, moi j'aime toujours être au début, donc j'allais pas louper ce nouveau réseau social qui était Instagram. Donc dès le début, donc je sais plus, c'était je sais pas 2012, 13, enfin un truc comme ça. Donc j'y étais depuis le départ. Mais comme vous l'avez dit au début, après la télé, je commençais un peu à en avoir marre parce que j'avais fait un peu le tour et je ne voyais plus vers quelle émission je pouvais me tourner, où j'aurais pu être rédac chef ou productrice. Donc je me suis dit, pour pas venir vieille croutonne dans ce milieu-là, je vais postuler à une annonce qui était d'être rédactrice en chef sur Instagram. Et je me suis dit, bon, bah alors si c'est ça le job que je veux, il faut que je soigne ma page Insta, que je trouve ma ligne éditoriale. De ça. C'était pas couplé avec Facebook et je crois qu'il y avait Rach Derambarche qui avait postulé pour ça aussi.
Arras, c'est drôle. J'adore Arras. Ah ben voilà. Mais je savais pas qu'il avait postulé. En tout cas, il cherchait. Je sais même pas si finalement ils ont pris quelqu'un, puisque en fait, il cherchait quelqu'un pour venir mettre en avant des artistes, développer des blogs. Et moi, j'étais vraiment journaliste, donc j'aurais pu le faire. Mais tout ça, toujours est-il que j'ai donc, je me suis dit, il faut que j'ai une bonne ligne éditoriale et qui me ressemble évidemment. Et donc je me suis dit, bon bah tiens, je vais faire ce que j'adore, de l'humour et de l'info et de l'humour, et je vais mêler mes deux passions. Et c'est très drôle parce que j'ai pas eu le job, mais en fait c'est grâce au confinement que mon compte a explosé, parce que finalement j'ai toujours fait la même chose. Et si vous reveniez, mais c'est sûr que ça demande du boulot d'archéologie, d'aller voir les posts je confirme. avant le 17 mars 2020, mais c'est vraiment le 17 mars que tout a explosé. Et je pense qu'on était tous sidérés sur notre canapé, et moi j'ai continué à faire ce que je faisais. Alors il faut dire que c'était très riche, les gens ils sont d'une créativité extraordinaire, et là ils avaient le temps. Donc je me suis dit, je fais ce que j'aime faire, comme une rédac chef qui mettrait sur sa télé Mamouze ce qui lui plaît. C'est incroyable de voir justement comment ces petits posts ont animé notre quotidien. Je pense que vous l'avez réalisé, Mamouze, sinon on serait pas là à parler toutes les deux. Non, je commence à réaliser, mais c'est étonnant, c'est très étonnant pour moi, bien sûr. Mais près de 24 000 posts aujourd'hui, 172 000 abonnés sur Instagram. À quel moment ça prend, le confinement, mais est-ce que à un moment donné ça tourne, ou vous êtes vraiment multi-repartagé à un moment précis, avec peut-être un post précis qui a cartonné? C'est parti très vite, et moi-même je n'avais plus accès à mon Insta. Ça a brûlé, ça a bloqué complètement, je pouvais plus rien faire. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était assez surprenant. Je dirais, il y a un post qui a été un peu clé, et j'ai reposté ce même qui était assez drôle sur si ça va finir, si le confinement ne se termine pas, on va se retrouver avec les fringues de Britney Spears dans les années 80, les cheveux de Sophie Fontanelle et le cul de Beyoncé ou un truc comme ça. Et là, Sophie Fontanelle, qui a beaucoup d'humour, l'a reposté. Il faut donc rappeler qu'elle a les cheveux blancs. Et donc, je crois que c'est un peu ce moment, parce qu'après il y a Inès de la Fressange. Enfin, ça s'est emparé. Les posts ont commencé à voyager. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, qui était peut-être 2 ou 3 semaines après le début du confinement. Et mais c'est hyper surprenant quand ça arrive, quoi. C'est surprenant. Moi, je me suis demandé à un moment donné si c'était vos idées ou si c'était du repartage. Donc visiblement, c'est vraiment beaucoup de repartage. En fait, je le dis toujours parce que je trouve qu'il faut vraiment être très très honnête avec ça. Et au début, c'est ça qui m'embêtait un peu, mais au fond, j'ai compris que c'est ce que je vous dis. C'est comme si j'étais une rédac chef ou une productrice. Il y a un travail d'enquête. Voilà, ou de choix éditorial, exactement. Parce que en fait, j'ai compris, mais évidemment maintenant avec le recul, et puis parce que j'ai écrit un premier bouquin où au début j'étais très surpris qu'on me demande, et voilà, maintenant je crois que j'ai compris ce qu'on aimait bien, c'est ma ligne édito, et le fait finalement que je sois journaliste, parce que j'essaye de coller à l'actu, j'essaye de coller à l'heure à laquelle je poste, parce que je suis toute seule derrière mon Insta. Julie Mamoumani, j'allais vous appeler Mamouze, voyez, regardez. J'ai une question, est-ce que vous avez une rigueur sur la diffusion des posts? Et ça m'intéresse beaucoup, parce que tout le monde a envie d'avoir la réussite que vous avez connue. Moi, la première, je me dis, est-ce qu'il y a un créneau horaire où ça marche le mieux? Ça, je sais qu'en règle générale, quand on est un pro du community management, il y a un créneau, il y a un nombre de posts par semaine. Comment ça se passe? Alors c'est terrible, parce que je fais du conseil pour les réseaux sociaux pour d'autres, mais pas de cette manière-là. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que pour moi, c'est complètement intuitif. Je fais quand je veux, quand je peux. C'est n'importe quoi. Là, je peux trouver quelque chose. Bon, peut-être pas à la minute, parce que là, je suis bien élevée quand même. J'ai rangé mon portable, mais j'ai aucune stratégie. Et c'est ça que je trouve très sympa, et je pense que c'est ça que les gens voient. C'est vraiment... Et c'est ça qui m'a donné aussi confiance, c'est que c'est complètement mon intuition et ce que je ressens. Parce que quand j'ai vu que ça commençait à monter à 20 000, 30 000, parfois, c'était ça, les premières semaines du confinement, je me suis dit, mais est-ce que les gens vont me trouver drôle? Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Au début, c'était un peu l'angoisse. Je me suis dit, merde. Alors j'ai dit, d'accord, tu réfléchis pas, tu fais exactement ce que t'aimes et tu continues à faire ce que t'aimes. Mais tu vois, donc en fait, j'ai aucune stratégie. Je peux pas, malheureusement, je suis désolée, j'aurais adoré vous aider. Ah non, pas du tout. Mais moi, j'ai une petite observation. Alors bien sûr, il y a des posts très variés. Un des derniers en date qui m'a beaucoup fait rire, c'est le repartage d'une personne qui s'appelle Clément Bénèche, qui dit: la France, le seul pays où à la question voulez-vous boire quelque chose, tu peux contre toute logique répondre non merci de l'eau. Donc j'ai trouvé ça
ça très drôle. J'adore. C'est un auteur, Clément Bénèche. C'est un auteur. En fait, c'est aussi ça. Et j'adore parce que c'est des gens qui s'amusent presque à les faire pour me les envoyer. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai créé des liens, comme Clément, évidemment, finalement, qui sont mes copains Insta, mais on est devenus très proches. La sauce Gribiche, que j'adore. Et je les ai aidés, ou Étienne Dorset. En fait, c'est ça qui est sympa. Ils ont compris parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment comme un jeu de, plus on s'amuse, plus c'est drôle et plus on y va. Et donc, j'ai comme ça une 30 ou 40 personnes avec qui je joue, chaque jour. Une communauté que vous avez notamment eue avec, justement, Jessica Zimmerman, qui est co-auteur de votre livre Petit éloge du rire. On va en parler dans un instant, mais une toute petite observation quand même, parce que forcément, en essayant de scroller sur tout votre compte Instagram, j'ai remarqué que vous aviez une passion pour la Joconde. Alors, j'ai pas regardé combien de fois elle avait été détournée, mais je pense que c'est une œuvre les plus détournées au monde, d'après mes souvenirs. Tous les 10-15 posts, il y a une Joconde. Si on n'a pas, je me fais engueuler. Pourquoi? Non, mais c'est sympa. En fait, tu sais, je pensais vraiment que c'est comme, justement, comme je suis comme un média ou un canard ou une chaîne de télé, j'aime bien qu'il y ait des rendez-vous. Et je trouvais ça très drôle. Et en fait, moi, ce que j'aime le plus dans l'humour, c'est l'absurde. Donc, mettre la Joconde hors du Louvre, ou la mettre avec des courses, tu sais, quand t'as pas pris un sac et donc tu te retrouves comme elle ou comme nous tous, avec les aliments qui débordent dans les bras, ou la voir en adolescente, ou la voir au Starbucks avec écrit Mona Lisa, mal écrit. Julie Mamoumani, d'autres posts également qui ont beaucoup fait rire. Mbappé avec un diadème de Miss France au moment de la Coupe du Monde. Ariel, la petite sirène imitée, avec à côté un pain hot dog, une saucisse et une tranche de laitue et du ketchup pour imiter comme si elle était dans le pain. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce succès sur les réseaux sociaux? Je sais que vous avez été chroniqueuse pour Je t'aime, etc. C'était avant ou après? Qu'est-ce que ça vous a... Voilà, j'imagine qu'il y a quand même une retombée assez fulgurante. Déjà, il y a une joie folle. Et ça, j'aurais jamais imaginé... Comme vous avez dit, j'ai fait pas mal de trucs. Je pensais pas qu'un jour j'aurais du succès parce que je mets des conneries sur Instagram, parce que je vois pas trop comment on peut appeler ça autrement. Et c'est tous les messages que j'ai reçus de bonheur, de joie, de gens qui me disent vous m'avez sauvé mon confinement. Je m'en remets toujours pas. Donc en fait, c'est beaucoup le partage. Moi, j'adore le collectif. J'ai été scout et tout ça. Et donc d'avoir compris qu'il y avait un super pouvoir au rire et à l'humour, ça je trouve ça extraordinaire. Et puis après, tout en tirant ce fil, tout est dingue. D'avoir écrit un bouquin, puis un deuxième bouquin, d'être devenue prof de yoga du rire, parce que j'avais besoin d'outils pour les gens qui disaient qu'ils savaient pas rire, et donc je voulais les aider à les débloquer. Donc oui, ça a changé ma vie. Et puis je suis la première des spectatrices de ces mêmes. Mais le matin, je suis la première à me marrer en me disant la déclaration aux impôts, je vous aime les impôts. Ça y est, j'ai fait ma déclaration aux impôts. Tu vois, tout ça c'est réjouissant en fait. Et comme on sait, maintenant que je suis sûre et convaincue qu'il faut 15 minutes de rire par jour pour avoir sa dose de bonne humeur, voilà. Donc c'est fou, ouais. Oui, après j'ai été chroniqueuse. Enfin, oui, c'est sûr que ça m'a apporté plein de choses, mais finalement, vraiment, c'est marrant. C'est encore plus le partage que je retiens. Déjà une demi-heure ensemble. Le temps est passé trop vite. On va bien sûr parler de votre livre Petit éloge du rire dans un instant. Il est paru aux éditions Le Duc, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour. On va décortiquer. Mais tout de suite, vous restez avec nous, avec notre invitée Julie Mamoumani, alias Mamouze. On revient dans un instant pour découvrir également ses goûts culturels qui en disent long sur elle. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Actualité en Israël, 3 terroristes ont été tués cette nuit dans le village palestinien de Balata en Judée-Samarie. Des soldats de Tsahal y sont allés pour une opération antiterroriste et se sont fait attaquer. Ils ont riposté et arrêté 4 personnes. Au chapitre politique, après l'annonce d'un accord entre le Likoud et les ultra-orthodoxes sur le budget ce midi, le chef du parti d'opposition Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, veut déposer une pétition contre cet accord qu'il juge illégal. Un accord qui vise à apaiser les tensions avec les ultra-orthodoxes qui prévoit que chaque étudiant
recevra un montant pouvant aller jusqu'à 2500 shekels, soit 633 €. Diplomatie, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir s'est attiré les foudres de la Maison-Blanche après sa visite sur le mont du Temple hier. En cause, les propos du ministre d'extrême droite lors de sa visite. Il a affirmé que tout Jérusalem et Israël appartenaient aux Juifs. Washington a exprimé sa préoccupation quant à la préservation du statu quo dans un communiqué et juge cette visite purement provocatrice. L'actualité en France, Elisabeth Borne a présenté un plan rehaussé de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Jusqu'à présent, la France visait une baisse de 40% de ses émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ce sera désormais une réduction de 50% conformément au nouvel objectif fixé par l'Union européenne. Et merci beaucoup Alexandra, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Julie Mamoumani alias Mamouze et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadjer. Je vous attends ce soir à 21h pour Classico, votre émission 100% foot sur Radio J. Ce soir, un invité exceptionnel dans Classico, Daniel Riolo de l'Afterfoot. Coup d'envoi ce soir, 21h. Et vous le savez, le lundi sur Radio J, c'est Classico. Radio J. Et toi, tes parents, ça va ? Moi, à chaque fois que je vois mon père, il me raconte les mêmes histoires. Mais c'est important, le partage. Tu sais qu'à la Fondation Osée, ils accueillent les anciens au Café des Psaumes. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Ma mère y va très souvent. Les anciens s'y retrouvent entre eux. C'est important, le témoignage et la transmission. D'ailleurs, ils sont souvent les premiers à faire des dons. Dans le cadre de l'IFI, déduisez 75% des dons versés à la Fondation. Fondation Osée MES. Infos et dons sécurisés sur osée.fondationjudaïsme.org. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Julie Mamoumani alias Mamouze pour son nouveau livre Petit éloge du rire, coécrit avec Jessica Zimmerman et sorti aux éditions Le Duc. C'est votre deuxième livre, Julie Mamoumani. Premier livre en 2021, post-confinement. Vous publiez un livre qui s'appelle PTDR. Pour une thérapie du rire, bien entendu. Je trouve ça génial. C'était aux éditions Jouvence, un manuel de bonne humeur. Mais ce mois-ci, vous sortez alors ce nouveau petit livre, un petit éloge du rire aux éditions Le Duc. Vous l'avez, je le disais tout à l'heure, écrit avec quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une Wonder Maman Woman ? Elle est géniale parce qu'elle est aussi... et c'est drôle parce qu'elle est toujours cool, elle est très calme, avec ses beaux cheveux blonds, et elle a ses 4 enfants avec qui elle jongle, et puis elle écrit un papier par jour. Enfin, elle est extra, vraiment, c'est une super meuf. The Serial Mother, en effet. Julie Mamoumani, The Serial Mother, et vous, Mamouze. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est une joyeuse enquête sur les bienfaits du rire à toutes les étapes de la vie ? Exactement, voilà, bravo. On ne pouvait pas mieux résumer. En fait, je tire toujours ce fil donc de l'humour, et je me suis dit que c'était sympa de savoir si est-ce qu'on essaie avec le rire du gène, est-ce que ça s'apprenait, est-ce que c'était bien de s'en servir à l'âge du couple. On pourrait demander à la sexologue. Voilà, et aussi quand je suis devenue prof de yoga du rire, on m'a raconté cette histoire incroyable parce qu'on fait beaucoup de yoga du rire dans les EHPAD, et il y avait un monsieur qui était assez âgé et qui savait qu'il en avait plus pour très longtemps, et qui avait dit à sa famille: je vous préviens, autour de ma tombe, je veux qu'on fasse une séance de yoga du rire. Et voilà, je me suis dit que c'était fou, comme grâce au Covid, on avait remis le rire au milieu du village, qu'on avait redonné ces lettres de noblesse au rire, et j'adore l'idée de moi-même pouvoir en faire écho, voilà. En faire écho, et pour ce faire, vous êtes allé à la rencontre des médecins, des psychologues, des sociologues, même des sexologues, comme Sandy Boulanger qui sera avec nous tout à l'heure, des humoristes aussi, et même de l'auteur de Blague Carambar, Sarah Barouk, que j'ai reçue. Je savais même pas que c'était elle, j'étais épatée de voir parce que c'est elle qui a fait ce livre incroyable sur les 125 femmes, donc où chaque auteur ont pris la parole d'une femme qui avait été tuée par son conjoint. J'allais dire, on rigole, mais pas du tout, mais en fait, puisqu'on a participé, Jessica et moi, à son ouvrage des 125 femmes, et elle dit toujours, j'ai pris des filles un peu drôles pour porter cette voix-là. Enfin bref, finalement, en tout cas, l'idée, elle était donc auteure pour les Blagues Carambar. On trouvait ça génial de l'interviewer parce que c'est d'aller voir les coulisses, mais de se dire que le rire, si on peut l'avoir partout, c'est mieux, quoi. Voilà. Et même justement dans la difficulté ou dans la tristesse, on va le voir dans un instant. Un livre aussi plein d'astuces avec des blagues,
des mèmes, des quiz. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur la couverture, si vous le voulez bien. Ouais, c'est très Radio Juive, non? Je sais pas si c'est Radio Juive, mais en tout cas, c'est un peu l'ADN de cette émission. Dans cette couverture, la couverture sur fond bleu, on aperçoit une illustration de Tiffany Cooper qu'il faut quand même citer. Que j'adore et qui est géniale et qui nous a fait l'énorme honneur de participer à notre livre. Ouais. Et elle est là tout du long du livre. Et puis, voilà, il y a une représentation d'un donut sur un divan qui dit à son psy « Tout le monde m'adore, pourtant je sens un immense vide en moi ». Pourquoi cette couverture? De qui parlez-vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est donut, Jessica? Oui, bien sûr. Est-ce regardez, que c'est je suis non, pas du tout. Alors là, pour le coup. Mais je remarque, juste une petite parenthèse pour nos auditeurs. Très tout le monde est de rose vêtue, sauf moi dans le studio. Je suis dégoûtée. Mon rose préféré. Je vais leur piquer leurs fringues, je crois. Alors, c'est marrant parce que on a beaucoup travaillé sur cette couverture. On voulait intituler ce livre mais je crois que l'éditeur a dit que ça serait très compliqué. C'est juste qu'on aurait souffert en tant que présentateur d'émissions et voilà, journaliste. et même les gens pour aller l'acheter dans les librairies et tout. Et donc, bref, ça c'est devenu plus classiquement Petit éloge du rire, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Et ensuite, les couves, Tiffany, qui est une super illustratrice, elle nous a fait plein de propositions. Mais moi, ça fait déjà 1 ou 2 ans que j'avais repéré cette illustration qu'elle avait faite sur son Insta. Et moi, c'est ça que j'aime. Je l'avais relayé déjà, voilà. Et parce que ce que j'aime dans le rire, c'est à la fois la légèreté et la profondeur qu'il procure. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a le psy, parce qu'évidemment, je pense que c'est un passage obligé pour beaucoup de personnes, et même pour le donuts, quoi. Et j'adore l'absurde, voilà. Donc, dans cette couverture, il y avait tout ce que j'aimais. Est-ce que les personnes les plus drôles sont aussi les plus tristes? C'est une question que je me suis posée forcément, et on se pose souvent cette question, notamment quand je reçois des humoristes, parce que vous l'écrivez dans ce livre, un enfant qui a dit « L'humour, cette fameuse politesse du désespoir » qui est une phrase bien connue. De Chris Marker, voilà. En fait, c'est ce que dit le pédopsie. Ouais. Et puis, je peux pas m'empêcher de penser, puisque on est un peu dans l'actu, de penser à Ramzy Bedia, qui était hier dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara sur TF1, qui expliquait que justement le rire a été sa porte de sortie alors qu'il arrivait d'Algérie comme ça. Vous démarrez ce livre avec 3 citations, dont celle-ci. « Le rire est comme un fil dentaire qui nettoie les toiles d'araignée de notre esprit » du docteur Madan Kataria. Qui est donc celui qui a créé le yoga du rire. Et ben voilà. Et j'adore, oui, en fait, tout ce que vous dites est très juste. Je dirais plus que triste, c'est les grands angoissés qui se servent du rire. C'est pas un hasard si les Ashkénazes sont les plus drôles. Parce que, en fait, je ne suis pas ashkénaze, hein, donc je ne suis pas du tout en train de me jeter des fleurs. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est vraiment ce que dit Romain Gary, c'est l'arme blanche des désarmés, c'est la politesse finalement, c'est aussi une façon de reprendre de la force par rapport à ce qui nous arrive. Pour moi, c'est ça le rire, ça a toutes ces vertus-là, et donc plus que triste, c'est la grande angoisse. Ça te permet de faire un bond de côté, de mettre un petit peu à l'écart le problème qui nous arrive de façon frontale. C'est énorme d'avoir ça en soi. C'est une énorme, je sais pas, pour moi c'est la meilleure des armes, le meilleur des outils, et qui permet de dédramatiser toute situation. Donc c'est ce qu'on découvre dans ce livre Petit éloge du rire, Julie Mamoumani, un livre en 6 chapitres, notamment le premier qui est la genèse, naît-on drôle? Alors j'ai envie qu'on s'attarde longuement sur cela, mais d'abord il faut garder son âme d'enfant, rire en bande, le propre de l'adolescence, devenir adulte, continuer à rire malgré les difficultés, la pesanteur du quotidien, dépasser cette fameuse crise de rire de la quarantaine, continuer à mourir de rire. C'est un petit peu les chapitres que vous avez évoqués, mais le premier chapitre est celui qui m'intéresse le plus, parce que vous vous êtes posé la question s'il y avait un gène finalement du rire, de l'humour, si se transmet par le sang, ou si on peut devenir drôle dans une famille austère. Quelle est la réponse? Alors, je dois dire que je marchais sur des œufs avec cette enquête, oui. Parce que je me suis dit, dis donc, parce que comme je dis, moi c'était facile vu que je suis née avec une prédisposition. Exactement, et je me suis dit, alors si j'apprends que c'est ça, je suis foutue, c'est affreux pour tout le monde. Et non, et en fait c'est ça qui est assez génial, et ce que dit le pédopsie Mathias Gorok, qui est chef de service à Sainte-Anne, et qui dit, mais bien sûr que ça s'apprend, et n'hésitons pas à faire une analyse pour en être sûr. Et d'ailleurs,
c'est un auditeur, j'allais dire, quelqu'un qui vous écrit sur les réseaux en vous disant « Je vous en prie, aidez-moi à être drôle ». Non, mais en fait, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai fait plusieurs conférences suite au premier bouquin, et puis j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont dit en premier, vous êtes marrante, vous, mais vous partez du postulat que tout le monde sait rire, mais moi je ne sais pas rire, aidez-moi, comment faire? Et là, je me suis retrouvée très coincée, et c'est pour ça aussi que j'ai aimé, ça c'est mon côté journaliste, aller enquêter, parce que je me suis dit, il faut que je trouve des solutions, des outils. C'est pour ça que je suis devenue prof de yoga du rire, et que voilà, je suis allée faire cette enquête, parce que je me suis dit, c'est vrai que c'est vache, si c'est juste une prédisposition, bah, voilà, ça serait pas sympa. Et j'ai adoré comprendre et apprendre que oui, on pouvait être drôle, et que le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Donc en fait, on peut vraiment s'entraîner, et d'ailleurs c'est ce que je conseille, quoi. Le rire, la question d'où vient le rire, vous y répondez. Le rire aurait précédé l'apparition du langage. Il permettait à nos ancêtres de clarifier leurs intentions dans des situations d'interaction sociale. Et puis, une pensée en lisant cela, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est la première chose qu'on fait dans la vie, notamment quand on regarde un bébé. La première chose qu'on essaye de faire, c'est le faire rire. On lui fait des risettes. On essaye de faire en sorte justement qu'il nous suive, parce que voilà, c'est cette fameuse interaction sociale. Et puis alors, vous avez essayé de répondre à des questions qui m'ont fait hurler de rire. Un enfant drôle peut-il devenir un adulte con? Réponse oui. Un enfant chiant peut-il devenir un adulte drôle? Réponse oui. Vous posez aussi d'autres questions. Un enfant drôle peut-il devenir un adulte drôle? Oui. L'humour pour séduire? L'humour pour séduire les femmes et les hommes? Enfin, bien évidemment, il y a plein de choses dans ce livre Julie Mamoumani. Je veux pas tout spolier, même si j'en ai très envie, je vous avoue. Juste dire... le rire apparaît vers 4-5 mois de vie. Un enfant rit en moyenne 300 fois par jour. Voilà. Un adulte 20 fois. Je me disais que c'était beaucoup, mais pourquoi pas? Mais pour bien grandir, en tout cas, il faut rire au moins 5 fois par jour. Est-ce que c'est aussi le cas pour les adultes? Évidemment, et non, mais c'est tout l'objet, parce qu'il paraît qu'en 1939, on rigolait 20 minutes par jour, les adultes, et qu'aujourd'hui, on ne rigole plus que 2 minutes par jour, et donc c'est un peu une catastrophe, c'est un constat qui est assez désolant. Et c'est pour ça que c'est ça que j'aime dire avec Mamouze, et donc l'idée qu'il faut toujours garder son âme d'enfant, et c'est vraiment cette idée de continuer à regarder. Bah, avec vous, j'ai même plus besoin de parler. Vous êtes en train de sourire tout le temps, vous êtes en rose, mais en fait de voir l'absurde partout, la poésie, c'est ça que j'essaye de faire sur mon compte, et qu'on a essayé de retranscrire dans le livre avec Jessica. C'est jamais s'interdire un beau mot. C'est une super façon de s'entendre avec les gens. C'est un très bon lien social. C'est mieux si on bosse dans la bonne humeur. Enfin, tout paraît tellement évident, mais c'est vrai que je crois que en France, il fallait être sérieux. Voilà. Alors, on n'avait pas le droit de se marrer. C'est-à-dire que si on est journaliste, il faut être sérieux. Si on est médecin, alors qu'en fait non. Et quand je suis allée interviewer, par exemple, Alain Toledano, qui est le formidable créateur de l'Institut Raphaël, qui est un institut de médecine intégrative, et qui prend le soignant dans toute sa personnalité, pas juste, par exemple, pour son cancer. Et quand j'ai commencé mes questions, il m'a dit, non mais Julie, on va aller très très vite. Évidemment le rire, évidemment que le rire ça soigne, évidemment que je me sers du rire pour accompagner mes patients. Et il me dit, surtout vous allez venir faire des séances de yoga du rire. Et voilà, et je me suis dit qu'aujourd'hui, de permettre au rire de rentrer dans toutes ces strates où avant, c'était en dehors des cabinets médicaux, en dehors du boulot, en dehors des entreprises, alors qu'aujourd'hui on fait appel à des rigolos thérapeutes pour venir dans les entreprises. Enfin, voilà. Donc voilà, moi si je devais militer pour quelque chose, ce serait pour je suis vraiment une militante du rire, et de le faire entrer à l'école, partout, quoi. J'allais vous poser cette question justement. Est-ce que c'est une volonté pour vous d'aller enseigner peut-être ce fameux yoga du rire dans les écoles? Est-ce que ça se fait ou c'est en projet peut-être? Ouais, complètement. En fait, je pensais pas. Je suis vraiment rattrapée par mon sujet. C'est ça qui est le plus drôle. C'est aussi ma transition. J'allais vous demander justement si finalement le succès que vous avez connu est devenu votre fer de lance, ou si finalement c'était une vocation à la base. Vous avez été surprise par ce succès? Complètement. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis surtout qu'il y a des gens. Non, mais c'est hyper drôle. Ce week-end, je vais en week-end et je tombe sur des gens et qui me disent, mais on est tous fans de vous. Et moi, je suis là, mais de quoi? Pardon, mec, mais pourquoi? Et tout. C'est hyper surprenant. Oui, donc bien sûr que je suis hyper surprise. À la fois, c'est vrai que j'ai toujours été, je vous disais, la coquine de la cour de récré, un peu la chef de troupe qui faisait des conneries et qui était toujours prête à aller faire rire ses copains. Donc bon.
Voilà, c'est pas si loin et c'est pas si étonnant, mais aujourd'hui de pouvoir le transmettre, je suis moi-même directrice d'un MBA de prod à l'EFAP, et c'est vrai que on sait que si on arrive à enseigner par le rire, ou en tout cas par l'humour, mais on est tout de suite plus captif. D'ailleurs, même dans la communication, la pub, on sait, si on y ajoute une fonction drôle, ça marche direct, on se souvient toujours. Exactement. Donc oui, moi franchement, si je voulais faire d'ailleurs une manif du rire, là le 7 mai, c'était la journée internationale du rire, oui, et si je peux aller demander à Papendai de donner des heures de yoga du rire dans les écoles, évidemment, ouais, ah bah, maintenant ça y est, je suis sérieuse là. On y va. En tout cas, ce livre, il est très agréable. Petit éloge du rire, on passe un excellent moment de la naissance à la mort, les secrets de l'humour. On apprend beaucoup de choses, notamment qu'il faut rire au moment de l'accouchement. Enfin, je ne veux pas tout spoiler, mais voilà, c'est un moment très agréable. On passe à la suite de cette émission. On découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Christophe, forcément le rire est à l'honneur aujourd'hui, et puisque l'on parlait de genèse tout à l'heure, cette question, qui peut être considéré comme l'inventeur du rire au théâtre, Christophe Barbier? Eh bien, je l'ai trouvé, l'inventeur du rire au théâtre, parce que dans la vraie vie, je pense que l'homme préhistorique se marrait déjà pas mal, mais au théâtre, c'est Aristophane, l'inventeur du rire. Il met une dimension supplémentaire sur la scène qui s'appelle la satire. Et il ajoute un acteur majeur, le peuple, c'est-à-dire le spectateur. Avec lui, le rire va même devenir politique, signifiant. Aristophane est le premier grand auteur de comédie, et il démontre que le rire, c'est aussi une arme à utiliser du bas vers le haut, c'est-à-dire du peuple vers les dirigeants, mais aussi vers les dieux à l'époque. Le comique d'Aristophane, c'est d'abord un comique de situation, c'est le choc des univers, un humain de bas étage jeté au milieu des nuées, au fond des enfers, ou bien une ménagère qui est propulsée au sommet de la cité au milieu des dirigeants politiques, ou encore un charretier qui se retrouve au centre d'un cénacle de poètes. Et quand vous voyez dans Lysistrata les femmes faire la grève du sexe, eh bien on se rend compte qu'avec Aristophane, tout est possible pour faire rire, mais un rire qui veut changer la société. Plus de convenance, plus de convention, l'ordre est fait pour être renversé. Ce comique d'Aristophane, c'est aussi un comique de mots, c'est plein de calembours. D'ailleurs, les traducteurs s'arrachent les cheveux depuis des siècles pour bien traduire les comédies d'Aristophane. Et puis c'est aussi, et d'abord peut-être, un comique visuel. Les déguisements en oiseaux, en guêpes, en grenouilles, les masques, c'est Aristophane qui va les imposer. Il est un peu le père, le grand-père de la commedia dell'arte, c'est-à-dire d'un rire qui marche jusqu'à aujourd'hui, d'un rire qui a colonisé en fait tout l'espace méditerranéen. Avec donc cette dimension politique, le rire politique. On rit des problèmes économiques et sociaux, comme dans l'Assemblée des femmes. On rit, bien entendu, des problèmes dans la famille, des ménages. Les scènes de ménage, les querelles sexuelles, c'est dans Aristophane qu'on va les trouver. Et même la géopolitique, la guerre. Aristophane la tourne en dérision, comme il le fait par exemple dans La Paix, que Bertolt Brecht saura relire avant d'écrire l'opéra de Katsu. L'art comique d'Aristophane, inventeur du rire, c'est un art qui a un objectif de subversion politique, et c'est aussi contester, remettre en question le modèle familial, le père et ses enfants, le mari et sa femme. On a Shakespeare, on a Molière dans Aristophane. Et puis surtout, Aristophane, il connaît les débuts de la fin d'Athènes, les débuts de la fin de la domination d'Athènes. Donc il se mêle de la vie politique et intellectuelle pour trouver un avenir, pour ne pas désespérer, pour que l'absurde réponde à la tragédie de l'époque. En quelque sorte, Aristophane, il nous donne les clés du théâtre contemporain, celui qu'il faut inventer à chaque époque pour réussir à confronter le haut et le bas, mais aussi penser l'avenir à partir du passé. Et cet avenir, il doit prendre la forme d'un grand éclat de rire. C'est la leçon d'Aristophane. Juste après lui viendra Aristote. Aristote écrit la poétique. Le livre 2 est consacré au rire. C'est le fameux livre, vous savez, qui est interdit dans Le Nom de la Rose, le livre et le film, inspiré par Umberto Eco. On n'a plus le droit de les rire au Moyen-Âge. On n'a plus le droit de lire Aristote, qui s'était inspiré d'Aristophane.
Et merci beaucoup Christophe Barbier. Ça pourrait faire l'objet d'un nouveau livre, justement. Non mais c'est Julie terrible. Mamoumani. Bah oui, à chaque fois que j'ai ces infos, là, je suis en train de tout noter. Mais j'avais parlé parce que le premier bouquin, c'est Adèle Van Rett, qui est donc philosophe et qui avait parlé justement parce que j'avais lu que les Grecs anciens se servaient du rire pour enseigner. Donc j'avais déjà un peu creusé de ce côté-là. Creusé là-dessus. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et puis peut-être qu'on peut, merci beaucoup, et peut-être qu'on peut espérer une pièce de théâtre. Allez savoir, avec tous les projets que vous avez en tête et qui viennent à vous, Julie Mamoumani, eh bien, on peut espérer. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Nicolas Rafal. Ah ben, décidément. Eh ben déjà on se marre, voilà. Déjà on se marre, c'est drôle. Et oui, on va rire dans cette chronique émotion, ça vous va, Julie Mamoumani? Ouais, je suis pas contre. Bon, ok. Alors vous êtes resté un petit peu bloqué dans les années 70, par contre. Ouais. Votre dessinatrice Jessica Zimmerman, moi je vous propose de vous emmener du côté de Robert Zimmerman. Oui, voilà. Bob Dylan, le protest singer Nobel de littérature. On écoute Ballad of the Thin Man. Né en 41 dans le Minnesota, Like a Rolling Stones, Blowing in the Wind, The Times They Are Changing, chansons devenues des hymnes contre la guerre du Vietnam et des mouvements civiques des années 60-70. Questions sociales, contre-culture, chansons de protestation, il va puiser chez Rimbaud, chez Brecht, chez les auteurs de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, une inspiration qui lui permettra en 2016 d'obtenir le Nobel de littérature pour avoir créer de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Grands-parents juifs d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms de la fin du 19e, ces grands-parents maternels et paternels qui ne se connaissent pas ont la riche idée de s'installer tous dans le Minnesota. Il recevra, une fois conçu par l'union de Béatrice et Abraham, le nom hébreu Shabtai Sizel Ben Avraham. Piano, guitare, harmonica, il se passionne pour la musique country de Hank Williams, le blues de John Lee Hooker et le déhanché de Presley et Little Richard. Mais Zimmerman est trop connoté, il prend le pseudo en référence à un oncle nommé Dillion de Dylan. Début chaotique, façon de jouer de la guitare à peine convenable, voix trop monotone, pas assez juste. Il travaille et il séduit, il découvre Woody Guthrie, c'est le choc. Dans un monde d'aujourd'hui où tout doit être parfait, produit, le succès de Dylan dont à peu près tout le monde se réclamera, mais dont l'intéressé lui-même rejettera toute influence ou toute tutelle sur ses admirateurs, refusant de se laisser muséifier, ne vient-il pas de cette chose bancale qu'on dirait sortie trop tôt d'un moule, mais dont la sincérité est limpide et frappe au cœur de manière directe et franche, Dylan, ou la vérité pure qui sort droit de la gorge et de l'harmonica. On passe à la suite avec un deuxième choix musical, Nicolas. Les années 70. Je suis désolée. Mais c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Crosby, Still and Nash, Young qui rejoindra. On écoute Our House. J'adore. Folk rock américain, groupe formé en 68, 2 albums numéro 1 au Billboard 200, qui répertorie les meilleures ventes d'albums, Déjà Vu en 70 et Four Way Street en 71. Alors David Crosby, le chanteur qui est mort en début d'année à 81 ans. C'est le seul des membres d'ailleurs à être décédé, nonobstant les ravages des drogues et de l'alcool à une époque où on peut dire que le discours hygiéniste est moins omniprésent qu'aujourd'hui. Un documentaire a eu lieu sur lui, David Crosby, Remember My Name, en 2009, dans lequel un retour est fait sur le parcours du chanteur, accro à la drogue, of course. Il a survécu à 2 crises cardiaques et a même dû subir une transplantation hépatique. Pour parler du son des CSN, Crosby, Still and Nash, typique de cette fin des 60, début des 70, guitare harmonique, prise de son sortie tout droit des amplis légèrement saturés de l'époque, et textes et angles de chansons à l'engagement toujours en lien avec la société et le moment de l'histoire. CSN donne l'envie de remettre le pas de def et de partir sur la route 66 dans une société où tout semblait permis et dans laquelle il était interdit d'interdire. Bien sûr, encore de la musique avec Led Zeppelin dans les années 70, mais on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Alors on va surtout parler des goûts littéraires de notre invité maintenant, Nicolas. Eh ben, c'est plus on quitte les années 70.
Puisque vous avez lu ou relu récemment Chateaubriand. Oui. Ça vous fait rire? Oui, parce que c'est assez surprenant, non? Oui. De se retrouver Mamousse qui lit Chateaubriand. Ouais. Ben, Chateaubriand qui n'est pas spécialisé pour déclencher immédiatement le pas rire, tout à fait, mais plutôt l'émotion. Ben, vous avez relu là récemment Chateaubriand car vous préparez un podcast sur la vallée aux loups. Alors c'est la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, maison superbe dans un grand parc où François-René de Chateaubriand, originaire de Saint-Malo, Malouin bien sûr, résidait lorsqu'il était à Paris, sa vie politique littéraire l'ayant amené du côté de la capitale. L'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe occupe cette maison de 1807 à 1818 et cette maison est protégée au titre des monuments historiques. Acquise par Chateaubriand en 1807 et moyennement ça fait rêver 20 000 francs seulement. Dans le parc existe une petite tour appelée la tour Véleda. C'est un petit peu comme Montaigne. Chateaubriand y installe son bureau. Il aimait, comme Montaigne, qui lui aussi écrivait retiré dans sa tour, ou Michel Houellebecq qui habitait dans une tour du 13e arrondissement. Mais là, ça fait quand même moins rêver. Que vous citez beaucoup quand même dans votre livre beaucoup aussi. Houellebecq, je sais. Je dois dire, j'ai eu des fous rires que voilà. Voilà. Dernière phrase en date de Houellebecq, puisque vous m'y faites penser, je suis HPI, haut potentiel insignifiant. J'aime beaucoup. Non, mais on est obligé de rire à ce genre de choses. Ah oui. Donc c'est avec Chateaubriand qui a sans doute, avec l'histoire de la tour, lu Voltaire et son Candide 1759, dans lequel il est dit qu'il faut bien sûr cultiver son jardin, qui plante à l'intérieur du parc cèdres, catalpas, tulipiers, cyprès et autres arbres exotiques lui rappelant ses voyages. Dans la maison, une immense bibliothèque. La maison continuera de vivre après Chateaubriand, un Supervielle, Chagall, Paul Valéry, Robert Debré, Paul Léoto, il mourra en 56. Et la maison est devenue aujourd'hui un musée dans lequel on peut aussi boire un thé attenant. Voilà, c'est ce que je conseille aux gens, c'est vraiment d'y aller parce que c'est magnifique cet endroit. Il y a une super pâtisserie juste à côté. Et un arboretum incroyable parce qu'en effet, il est très 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 riche. Il y a plein de plantes du Liban parce qu'en effet, c'est un grand voyageur, Chateaubriand. Grand voyageur, et on termine avec une phrase de Chateaubriand très jolie. Nous ne sentons le prix de nos amis qu'au moment où nous sommes menacés de les perdre. Nous sommes même assez insensés quand tout va bien pour croire que nous pouvons impunément nous éloigner d'eux. Je trouvais cette phrase très jolie. Oh, et on est d'accord avec vous. Nicolas Rafal, on va du côté du cinéma. Un film absolument génial, brillant, dont nous écoutons la chanson finale. La chanson finale, Joe Cocker, With a Little Help from My Friend. Bien sûr. Reprise des Beatles, bien sûr, concert de Woodstock. Alors, c'est un film collégial qui se termine sur cette chanson, avec la caméra qui se lève comme ça. J'ai des frissons. Ouais, j'adore ce film. Jean-Marie Poiré, 1990, scénario coécrit avec Clavier, et dans lequel joue Clavier, Bacri, Gérard Lanvin, Daroussin qui démarrait un peu à l'écran dans le rôle de l'ahuri qu'on lui verra dans Un air de famille, qui a pris trop d'acide dans les années 70 en jouant de la guitare comme le Jimmy Page de Led Zeppelin. On en revient aux 70. Alors l'histoire, le pitch, c'est 5 copains qui ont formé un groupe de musique contestataire. On revient là à Dylan. Ouais. La chanteuse qui a disparu, prise par un producteur pour une carrière solo, et il la revoit dans la maison de campagne de l'un d'entre eux. Le temps a passé, ils ont refait leur vie, ont gagné de l'argent, on prend les mêmes 30 ans plus tard. Ont-ils vraiment changé? Eux peut-être pas, mais la vie oui. Les rêves ne sont plus les mêmes, les illusions des 70 ont été quelque peu déçues, mais le temps d'un week-end, on peut revenir à ses 20 ans. Dialogue hyper mordant. Et vous qui prenez, Julie Mamoumani, l'importance du rire, c'est un film absolument c'est mon tordant. film culte, c'est donc Mes meilleurs copains. À voir absolument, quoi, si vous l'avez pas vu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Nicolas Rafal. À demain sur l'antenne de Radio J. Vous restez avec nous dans un instant. La chronique Coup de fourchette d'Annabelle Nakache a également la suite de cette émission. Vous restez en notre compagnie, mais tout de suite, c'est le journal sur l'antenne de Radio J. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 pour l'invité politique. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org.
ifi.fsju.org. Pour plus d'informations, contactez Julie Guèze au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. L'actualité en Israël, 3 terroristes ont été tués cette nuit dans le village palestinien de Balata en Judée-Samarie. Des soldats de Tsahal y sont allés pour une opération antiterroriste et se sont fait attaquer. Ils ont riposté et arrêté plusieurs personnes. Le détail avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Oui, au cours de cette opération, 3 terroristes palestiniens ont été tués. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Les soldats ont également arrêté 3 autres terroristes qui étaient recherchés et ont démantelé des laboratoires qui servent à la production d'explosifs dans cette localité de Balata. Parallèlement, une unité de Mistar Avim, des gardes-frontières, a mené une autre opération, cette fois à Jenin, et a arrêté également 3 autres terroristes recherchés. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Au chapitre politique, après l'annonce d'un accord entre le Likoud et les ultra-orthodoxes sur le budget ce midi, le chef du parti d'opposition Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, veut déposer une pétition contre cet accord qu'il juge illégal. Cet accord qui vise à apaiser les tensions avec les ultra-orthodoxes prévoit que chaque étudiant en yeshiva recevra un montant pouvant aller jusqu'à 2500 shekels, soit 633 €. Les ultra-orthodoxes menaçaient la coalition de ne pas adopter le budget alors que le gouvernement a jusqu'à lundi pour le voter avant dissolution automatique de la Knesset. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s'est attiré les foudres de la Maison-Blanche après sa visite sur le mont du Temple hier. En cause, les propos du ministre d'extrême droite lors de sa visite qui affirmait que tout Jérusalem et Israël appartenaient aux Juifs. Washington a exprimé sa préoccupation quant à la préservation du statu quo dans un communiqué et juge cette visite purement provocatrice. La Jordanie, qui administre les sites religieux musulmans de Jérusalem, a également condamné la visite d'Itamar Ben-Gvir. Dans le reste de l'actualité diplomatique, des vols Arabie Saoudite-Israël pourraient être mis en place le mois prochain pour les musulmans israéliens. Annonce anonyme d'un haut responsable israélien. Si la mesure est validée, elle ne sera valable que pour les musulmans qui résident en Israël et qui souhaitent participer au pèlerinage à la Mecque. Une décision qui pourrait être un premier pas de rapprochement en vue d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. En Iran, un site nucléaire à Natanz en construction serait enfoui si profondément sous terre que la portée d'une arme américaine conçue pour le détruire serait insuffisante. C'est ce que révèlent plusieurs images satellites de la zone. Les clichés montrent que l'Iran a creusé des tunnels directement dans la montagne. L'installation complique les efforts de l'Occident pour empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire, alors que Téhéran produit désormais de l'uranium proche des niveaux de qualité militaire et que les négociations sur l'accord du nucléaire iranien sont toujours au point mort. L'actualité en France, à présent, Elisabeth Borne a présenté un plan pour rehausser les réductions des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Jusqu'à présent, la France visait une baisse de 40% de ses émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990. Ce sera désormais une réduction de 50%, conformément au nouvel objectif fixé par l'Union européenne. La Première ministre Elisabeth Borne. L'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera donc porté par tous, à hauteur des émissions réalisées, des capacités et des moyens de chacun. Au total, la moitié de l'effort sera accompli par les entreprises, notamment les grandes entreprises, un quart par l'État et les collectivités, et le dernier quart par les ménages. La Première ministre Elisabeth Borne sur France Info. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. La ville de Dnipro a été attaquée par 16 missiles et 20 drones russes dans la nuit. C'est ce qu'affirme l'armée ukrainienne. Sur le terrain, les autorités d'occupation russe ont annoncé dans le même temps que la centrale nucléaire de Zaporijia avait été coupée du réseau électrique ukrainien. Des générateurs diesel de secours auraient pris le relais. Le niveau de radiation est dans les normes.
Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invitée Julie Mamoumani, alias Mamou sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Radio J. Salut, c'est Steve Nadjer. Je vous attends ce soir à 21h pour Classico, votre émission 100% foot sur Radio J. Ce soir, un invité exceptionnel dans Classico, Daniel Riolo de l'Afterfoot. Coup d'envoi ce soir, 21h. Et vous le savez, le lundi sur Radio J, c'est Classico. Radio J. Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ces 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Julie Mamoumani, pour son livre Petit éloge du rire aux éditions Le Duc, de la naissance à la mort, les secrets de l'humour. Et puis c'est l'occasion de vous poser cette question puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, Julie Mamoumani, vous parliez du mémorial de la Shoah et je voulais connaître vos projets, notamment avec le mémorial, et au passage on embrasse très fort Flavie Bitan. Qu'on adore. C'est une histoire aussi assez incroyable. Je suis allée voir la pièce de théâtre entre Tania de Montaigne et Delphine Orwiller, animée par Stéphane Feuilkinos, qui était lequel est le plus victime, les Noirs ou les Juifs. Et c'était extrêmement bien mené, évidemment, pour montrer l'absurdité de cette question-là, évidemment. Et donc Delphine endossait le rôle des Noirs et Tania de Montaigne le rôle des Juifs. Et voilà, moi je suis toujours curieuse, je vais toujours voir ce qui se passe, puisque comme je vous ai dit, je fais des programmes hybrides, donc j'aime bien voir comment on peut tordre l'information, mettre en scène. Et là, c'était comme un jeu, un quiz, quoi. Très bien animé par Stéphane Feuilkinos, qui est très très drôle. Et donc je vais voir ça, et puis à ma droite il y a donc Flavie Bitan qui vient me voir et qui me dit: vous êtes Mamouze, je rêve qu'on fasse quelque chose ensemble, je suis directrice de la com du mémorial de la Shoah. Et je dis très bien, moi je serais ravie de vous accompagner sur des projets. Et en fait on a discuté ensemble, alors elle a toujours de très bonnes idées, et on a co-construit une première émission qui était sur comment on transmet la mémoire pour les 80 ans de la rafle du Veldiv. Voilà, les derniers sont en train de disparaître, et comment on fait pour que les jeunes s'emparent de cette mémoire. Et donc elle s'est dit que c'était bien de se servir d'influenceurs. Voilà, comment on pouvait imaginer l'idée, et c'est ça qui a été formidable, c'était de discuter, de trouver, parce qu'il y a plein de jeunes influenceurs formidables sur l'histoire, des TikTokers qui sont capables de raconter des histoires en 30 secondes, et donc on a vraiment fait un mélange des genres qui a vraiment très bien fonctionné, des vrais historiens agrégés d'histoire, des influenceurs, des artistes, des portés. Il y a Ginette Kolinka formidable qui était là, qui au début était là, mais comment on peut faire des TikTok sur 30 secondes avec son franc-parler qu'on lui connaît bien. Et en fait, ça a très bien marché, puisque comme l'idée, c'est d'embarquer les jeunes sur ces sujets-là, et voilà, et d'ouvrir. Il va y en avoir d'autres. J'espère, mais après on a refait une autre émission. Alors là, mais je dois dire qu'ils sont formidables, et Jacques Fredge, donc le patron extra et du mémorial, et qui est vraiment d'une audace folle. Et là on a fait la semaine anti-racisme et antisémitisme, je ris des discriminations. Et là on a pris des humoristes et on s'est dit ok, on va essayer de faire un pari fou, est-ce qu'on peut rire de tout, avec qui, etc. Et ça a été incroyable. Le pari est tenu. Tout de suite le coup de fourchette avec notre humoriste Annabelle Nakache sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Annabelle.
Bonjour Cyrielle, bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonjour Mamouze. Alors bonjour, aujourd'hui dans Enquête gustative, nous allons plonger dans les coulisses d'une tornade de journalisme, de yoga, du rire et de la bonne humeur. Un reportage signé Annabelle Nakache, Yannick Kenavo et Henri Kacherbeddine. Générique. Toute l'info comique que j'aime, elle vient de là, elle vient de Mamouze. Bon mot, blague et tout plein de mèmes, c'est ce que tu trouveras chez Mamouze. Le comique vivra tant que tu suivras Mamouze. Aujourd'hui, nous recevons Julie Mamoumani. Si t'arrives à dire 10 fois sans t'écorcher d'affilée, tu gagnes un album Panini. J'ai gagné. Ok. Eh bien, écoutez, Julie Mamoumani, votre nom à lui tout seul ressemble déjà à une vanne. Je pense que c'était le destin. Ou à un exercice de diction, allez choisir. Donc, pour faire plus simple, vous êtes Mamouze. Et oui, comme la formule poétique m'amuse, mais en mode pépouse. Enfin, en mode tranquille pour ceux qui ne parlent pas couramment le Jones. Alors, sur Instagram, vous avez environ 172 000 followers, soit 172 fois plus que moi. 172 000 followers, c'est en moyenne plus que le nombre de spectateurs des films lauréats de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Vous imaginez votre succès. Vous êtes une des 109 Marianne nommées en 2021 pour représenter le nouveau visage de la République par la Playmate, la plus plébiscitée de France, Marlène Schiappa. Alors, 109 femmes qui se partagent le titre. Waouh, c'est un beau signe d'espoir, franchement. Quand tu vois comment mes 3 belles sœurs et moi, on a du mal à se partager la même famille, c'est chaud. Votre slogan à vous, Julie, c'est liberté, égalité, hilarité. Ce coup de fourchette sera donc un coup d'éclat de rire, bien sûr. Une question que vous aimez vous poser, c'est peut-on rire de tout? Vous venez de le dire. Eh bien, la réponse est oui, mais pas n'importe quand, et surtout, il faut les bons ingrédients. Une vanne, c'est comme un plat en cuisine. Il y a un temps de préparation, de cuisson, et faut laisser poser avant de servir à bonne température. Sinon, quand c'est pris au premier degré, ça brûle et tu fais un four. Et je parle pas des crématoires, bien évidemment. Oh là là, c'est chaud. Et comme t'as du mal à digérer, ça reste sur l'estomac, ça coince et ça fait un bide. Et c'est pour ça qu'on dit souvent des gens qui n'ont pas d'humour qu'ils ont à balai dans le cuisine. On va parler de cuisine. J'entends le loup, le renard et la boulette. J'entends le loup et le renard chanter que vous êtes d'origine bretune. Ouais, bretune. C'est un mix entre bretonne et thune. Enfin, tunisienne pour ceux qui parlent pas couramment le séfarade. En toute logique, donc, votre plat préféré est le couscous au sarrasin, ou alors la galette complète à la boulette, ou encore le kouign-amann en fricassé. Un plat bien riche, aussi riche que ceux qui vont... Ah oui, c'est riche. Kouign-amann en fricassé, j'ose même pas l'imaginer. Ça doit être pas mal, ça. 3 millions de calories. Et oui, un plat bien riche, donc, je disais, aussi riche que ceux qui vont réussir à se payer des billets pour les JO 2024 à Paris. Tellement c'est cher, 2700 € pour assister à la cérémonie d'ouverture. Ça aussi, je crois que c'est une bonne vanne. À ce prix-là, pour te payer les places, tu vends tes 2 reins sur le Bon Coin ou tes 2 enfants, mais je pense que ça se vend moins bien que des reins. Ah, chère Julie, figurez-vous que nous avons beaucoup de points communs. Votre drogue, c'est le rire. Vous aimez le pratiquer et moi, en plus, j'aime le provoquer. Vous êtes un métissage de culture, donc Bretagne, Tunisie pour vous, pour moi, Pologne, Algérie. Chez moi, les crêpes, c'est des crêpes l'air. Et les macroudes, c'est des macroudes aussi, mais avec moins d'huile dedans. Alors, quand vous riez, on dirait que vous avez les yeux fermés. Moi, c'est pareil, mais tout le temps. Vous avez parcouru le monde avec vos reportages, moi, la France avec mes spectacles. Vous avez créé des sujets pour enquête exclusive dans des destinations exotiques comme Karachi, la Russie. Et moi, j'en ai été le sujet quand je me suis fait voler mon portable à l'arraché dans la contrée lointaine de Nanterre Université. Vous avez l'œil qui frise et moi, j'ai le cheveu qui frise. Mais ça se voit pas aujourd'hui, voilà. Alors, avec tous les sujets que vous avez réalisés, toutes les personnalités que vous avez interviewées, les destinations que vous avez explorées, vous n'êtes pas une personne au premier degré, mais bien à 360 degrés. Vous êtes une chaîne d'infos à vous toute seule, en fait, je pense. Un BFM TV, mais en beaucoup plus drôle, quoi. B, blague, F, fun, M, Mamouze TV, bien sûr. Alors, vous venez d'écrire, comme vous l'avez dit, le petit éloge du rire qui traite des bienfaits du rire tout au long de notre existence. À votre manière, donc, en diffusant de la bonne humeur dans vos contenus, vous tentez de faire disparaître la déprime. Qui dit petit éloge du rire dit grand éloge funèbre de la morosité. Vous imaginez si à coup de rire on arrivait à faire totalement disparaître la morosité, ça donnerait ça. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de la morosité. À toi, la morosité, qui a toujours été là pour nous. Parfois même un peu trop. Beaucoup trop. Toi qui as squatté nos vies comme un vieux pote sur le canapé, ou comme l'époux sur les têtes des grandes sections de la classe de ma fille. Inflation, pénurie, Ukraine, Eurovision, guerre,
élection, manif, hiver trop froid, été trop chaud, paille trop en plastique, retraite trop tard, mort trop tôt. Pour tout ça, t'étais là. Maintenant, il est temps de te dire au revoir. Tu vas beaucoup nous... Mais non, tu vas pas du tout nous mentir, Tristan. Mais dis donc, tu viens plus soirée, là? Mais t'as loupé, hein? Hier, on a fait une soirée blague. T'aurais dû ramener ton rectus, hein? J'ai pu te dire, on s'est fait péter les zygomatiques. Ouh là là, ça bouffait dans tous les coins. Ça bouffait. T'as loupé. Et oui, comme dans vos plus jeunes années, il n'y a pas de transition, on est comme ça chez nous. Comme dans vos plus jeunes années, vous étiez lancé dans l'humanitaire en allant ouvrir une école en Afrique. D'ailleurs, il y a une super archive de vous sur YouTube, si vous voulez aller chercher, devant Christine O'Krent. Vous aviez donc gardé cette âme humaniste d'aller diffuser le bien-être autour de vous. Alors continuez à nous régaler et avoir la vie du côté drôle. Et pour finir, comme disait Henri Salvador... Je vais vous dire une chose, c'est très sérieux de faire rire les gens. Quel rire. Et voilà, j'avais envie de faire sur son rire légendaire. Alors, comme vous nous le dites, mangez du rire 5 fois par jour et d'ici là, bon appétit. Bravo. Merci beaucoup Annabelle Nakache, merci mille fois. On vous retrouve sur les réseaux sociaux annabelle.show. Je rappelle qu'on peut également vous retrouver dans toute la France avec vos comédies Amour, Action, Vérité, J'en ai plein le couple et J'en ai plein les gosses, joués et coécrits avec votre partenaire de scène Rudy Mayout. Et puis bien sûr en podcast sur radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine sur Radio J. Merci. 15h, 16h30. Tout de suite parce que j'ai mon prochain même, c'est Annabelle. Et bien voilà, c'est rajouté en direct comme quoi les réseaux, et bien c'est tout de suite. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac, le temps que notre coup de cœur prenne place sur l'antenne tout de suite. Donc 10 questions avec vous, Julie Mamoumani, et 10 réponses en 2-3 mots. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Julie Mamoumani? Ah oui, là je vous prends dépourvu. Ouais. La surprise, surprendre, de jamais s'arrêter de surprendre son partenaire. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Oula, vous m'avez chopé comme ça là. Oh là là. Vous êtes dur, vous. Si hein. vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Aïe. Prévenez, c'est chaud. Non, je sais pas. Surtout que je continue à rester moi, ça va. Et c'est une très bonne réponse. Le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Tu me fais rire? Ouais. Déjà, non, tu m'as sauvé du confinement, ça, je dois dire que c'est assez bouleversant d'entendre ça. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Je suis obligée de tout dire. Tout. On veut tout savoir. J'ai fait beaucoup de trucs pour surprendre quelqu'un. Ok, donc ça va rester secret. Ouais. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Julie Mamoumani? La générosité sans conteste. Votre surnom? Bah, Mamou, ça vous savez. Très bien. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? Me marier avec mes enfants, bien manger, évidemment, c'est très important. Et voilà, ça revient toujours même les grands dîners d'amis, quoi. Voilà. Votre prochain rêve à accomplir? Alors c'était aller danser avec Ohan Naïm dans le désert israélien, mais je l'ai fait, j'en reviens. Pourquoi pas organiser une grande manif du rire, dans pas longtemps. Bon, ça je suis sûre que ça va se faire. Si vous nous le dites, c'est que c'est en cours. Votre philosophie de vie? Bah, se m'amuser sans s'arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, s'amuser. Voilà. Toujours garder la poésie et d'avoir des lunettes roses, quoi. Garder ses lunettes roses. Oui, les lunettes roses. Alors, vous allez peut-être nous l'expliquer parce que pour vous, dans la vie, quand ça va pas, la lunette rose, c'est radical et puis ça permet d'être plus optimiste. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer pour terminer ce tac au tac. Dans la vie, hein. Pas ici, attention. Ouais, merci. Et on continue tout de suite notre émission avec le coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct. Shama pour son 2e single Celebration disponible. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. Tonight you're in a fire is burning, burning. Tonight you're in a flame is dancing, dancing. Can you feel the endless power of joy? The music ruling your body and soul.
hopeless for worry, live in the present, flowing through the energy of every movement, like a prayer to invoke the true essence. No, heal, love, be. No, heal, love, be. No, heal, love, be. Et vous êtes en train d'écouter Chama sur l'antenne de Radio J avec ce titre Célébration. Bonjour Chama. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, en préparant cette émission, et comme je vous le disais en off, vous m'avez procuré la même sensation qu'en écoutant Noah. Ces fameuses voix très envoûtantes avec bien sûr un tout autre univers très singulier, évidemment, comme on vient de l'entendre. Ouest France a dit de vous, paraît comme une créature fantastique tenant tout à la fois de la danseuse orientale et de la guerrière ethnique. Et je crois que je me suis pas trop trompée alors en vous comparant avec une voix d'Orient. Oui, malgré moi, je pense, mais c'est vrai que dans ce projet, j'ai vraiment essayé de laisser venir les influences les plus viscérales qui venaient, et ça va vers l'Orient, ça va vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, enfin voilà, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, je crois. Et c'est l'occasion de vous demander quelles sont vos origines, où est-ce que vous avez voyagé, comment cette envie est arrivée? Eh bien, dans le thème de la journée, je crois, je suis bretonne. C'est génial. Je suis bretonne et j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un pays notamment qui m'a vraiment marquée parce que depuis petite, en fait, j'avais une fascination pour ce pays, c'est le Népal. Et en y arrivant, je me suis sentie comme à la maison et vraiment incroyable, le coup de cœur. J'y suis retournée et même sensation. Et c'est un pays vraiment très riche spirituellement aussi. Et ça m'inspire complètement depuis des années dans ma musique, quoi. Alors, on a entendu il y a un instant la chanson Célébration. J'aimerais que vous nous l'expliquiez de votre point de vue. Oui. Alors, elle s'appelle Celebration avec, entre parenthèses, Ma Puja, qui est le nom d'une cérémonie justement que j'ai vécue au Népal. Il y a beaucoup de cérémonies au Népal pour les divinités hindoues, bouddhistes, etc. Et il y en a une en particulier qui m'a marquée parce que c'est une cérémonie pour soi-même. Donc en fait, on se dessine des petits mandalas au sol, on a des petits aliments à manger, etc. Mais c'est pour nous témoigner de l'amour, en fait. On s'auto-célèbre, quoi. Et j'y repensais pendant le Covid, on était en plein confinement, je me souviens vraiment, je me revois écrire ce morceau et je me disais, mais là, on a besoin d'un morceau pour s'envoyer de l'amour et se donner de l'énergie, et voilà, c'est comme ça que ce morceau est né. On va découvrir en même temps que nous sommes en train de parler le titre Dance with the Universe que j'ai aussi adoré, vraiment. Je me suis même demandé à un moment donné si c'est pas le genre de chanson qu'on aurait pu voir de façon très incarnée, par exemple à l'Eurovision. D'accord. Où il y a un petit peu ce genre d'univers comme ça, très incarné, très joué. Et bon, c'est très personnel. Ouais. Ces titres-là font partie de votre premier EP qui s'appelle Métamorphosis. Quel est encore une fois le message dans cet EP? C'est le premier. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup en fait. Je vais plutôt répondre avec ce qui m'a animée en l'écrivant. Ça a été la recherche vraiment de sincérité la plus viscérale, encore une fois. Je réutilise ce mot, mais c'est vraiment ce qui est venu. Et vraiment l'envie d'être vrai et aussi d'incarner à 100% mes émotions et de pouvoir les transmettre en fait. Chama, je vous entends parler, le temps en file, mais je veux quand même dire que vous êtes auteure, compositrice, originaire de Nantes, qu'on vous a déjà connue en tant que leaduse du groupe Moja, où vous étiez révélée dans ce groupe-là, mais vous êtes aujourd'hui en solo avec ce projet qui vous tient à cœur, plus personnel et aux sonorités world, encore une fois avec l'Eurovision, j'étais pas très loin, électro, trip-hop, avec voilà aussi une petite tension mélancolique, c'est très joli à écouter, je recommande cet album chaudement, cet EP. Où est-ce qu'on peut le retrouver et vous retrouver par la même occasion? Eh bien, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. J'ai aussi un site internet personnel, Bandcamp, pour acheter le CD. J'ai produit des CD là récemment. Et après, bien sûr, les concerts. Et la prochaine date, c'est le 21 juillet à Malensac, dans le Morbihan. Et à Paris, on l'espère très bientôt. J'espère aussi. Merci Chama d'être venue nous voir, d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Et si vous voulez vous aussi faire découvrir votre musique, votre univers ou votre projet, écrivez-nous sur le site de Radio J ou même sur nos Instagram. Tout de suite, le portrait de notre invité. Magnifique. Radio J.
tu vas trouver une Portrait psychologique. Nous sommes toujours à l'antenne, Mamouze, et on nous entend entre. Ça fait rire parce que. voilà. Non, mais c'est bien parce qu'on voit qu'il y a cette connexion avec les invités. Et puisqu'on parle de connexion, eh bien, je pense qu'il y en a une toute trouvée à ma gauche, avec vous, Sandy Boulanger, qui avez écouté attentivement. Je me tais, je vous laisse débriefer. Eh ben, bonjour Cyrielle, bonjour Julie. Bonjour. Alors effectivement, c'était délicieux. Encore une fois, j'honore votre capacité à trouver des coups de cœur en harmonie avec notre invité. Je vous assure que ce n'est pas volontaire. Mais je sais, vous êtes juste voilà comme ça, un canal vous aussi, comme notre invité. Il y a ce côté féminin chez vous, ce côté sacrée femme, mais sacrée quand même, comme on retrouve aussi chez vous, qui est délicieux. Alors bien sûr, vous faites des liens beaucoup, vous tirez des fils dès le début, ça a été quand même vraiment un truc incroyable, et vous faites des fils entre l'histoire de l'humanité et le présent. Alors vous ne souhaitez pas être normée, rassurez-vous, Julie, étant particulièrement atypique, vous n'avez pas à faire d'efforts. Au contraire, ce serait de gros efforts que de vouloir être dans la norme. Donc, détendez-vous là-dessus. Vous êtes quelqu'un qui ne lâchez rien. On entend dans vos phrases que vous usez jusqu'au bout, le bout du souffle pour pouvoir enfin arriver jusqu'à la fin. Vous avez cette énergie extraordinaire. Et vous dites qu'il est bon d'avoir de l'audace pour venir vous chercher dans le professionnel. Et en plus, c'est le cas. On vient toujours vous chercher. Comme quoi, vous fédérez aussi et vous inspirez cette confiance. C'est ça qui émane de vous. Alors, au-delà de ce physique extraordinaire, vous avez ce sourire charmeur, mais qui n'est pas du fake à la flûte de serpent, qui est vraiment un truc où vous ouvrez la bouche, on a envie de vous suivre, et on vous dit, d'accord, Julie, quand, comment, où? Alors bien sûr, vous êtes une ambianceuse sérieusement professionnelle, peut-être un petit peu trop perfectionniste. Et votre agilité est utile à votre agitation de pensée, d'être et de faire. On fait un petit clin d'œil à l'association Ténois qui agite la pensée juive. Vous êtes une... Oh bah oui, forcément, je me doute. Et Delphine Orviller qu'on embrasse. Bah oui. Vous êtes une femme engagée dans l'action, comme vous dites, pour un féminisme universel. Alors, hyperactive, dites-vous, moi je dirais que vous êtes surtout une passionnée de passion, avec une urgence de vivre beaucoup. Bon d'accord, vous voulez vivre tout de cette vie qui magnifiquement, incroyablement nous offre tout un tas de choses. Il est difficile de savoir ce que vous faites tant vous en faites. Et du coup, vous avez de nombreuses facettes. Alors, ce que cela nous apprend de vous, c'est surtout qu'on doit vivre dans le moment présent, parce qu'on peut pas regarder le début de votre compte Instagram, tellement on a l'impression qu'on pourra jamais y arriver. Mais par contre, dès qu'on arrive avec vous, on est là, maintenant, avec cette histoire que vous trimballez sur du qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant. Et puis tout de suite. Alors bien sûr, il y a cette urgence du moment présent et j'ai envie de vous dire, mais en fait Julie, qu'est-ce qui se passe avec la finitude? Vous voulez vous allonger pour qu'on en parle? Mais rigolons, parce que c'est le propre de l'humour thérapie et il vaut mieux rire avec que de. C'est exactement ce que vous transmettez. Vous dites que vous êtes un média, un canard. En fait, vous êtes surtout un sacré canal d'innovation, d'histoire, d'action et surtout de psychothérapie à canaliser. Ça, c'est un grand truc chez vous. Alors, merci beaucoup, Julie, pour tout ce que vous partagez et toutes ces révolutions que vous amenez dans cette douce tornade que vous êtes. Et je finirai par vous dire que votre succès, pour moi, c'est de faire du lien en montrant que le rire, comme l'érotisme et la joie, peut s'apprendre. Et qu'est-ce que vous êtes émouvante. Merci. Je vais pleurer, c'est magnifique, Sandy. Merci mille fois pour ce très très beau portrait. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Sandy Boulanger, pour ce très beau portrait, en effet, que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Merci, Sandy. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Merci à vous, Julie Mamoumani, alias Mamouze, d'être venue nous voir aujourd'hui pour votre nouveau livre Petit éloge du rire, coécrit avec votre acolyte Jessica Zimmerman, qu'on embrasse aussi, sorti aux éditions Le Duc. Merci pour cet échange et un tout petit mot de la fin, un mot qui vous revient. Bah non, mais merci à vous tous, c'est une merveilleuse émission, bravo, dis donc pour votre engagement et puis pour tous vos mots magnifiques et votre talent, vos talents à tous. Merci Mamouze, merci à l'artiste Chama. On découvre son EP Métamorphosis, d'avoir été mon coup de cœur du jour. À la réalisation aujourd'hui, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Rendez-vous demain avec mon invité Mareva Galanter pour son nouvel album Paris Tahiti. Et merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain et belle journée.